nous avons la chance d'avoir avec nous donc Bernard Lebras, qui est le président du directoire de Suravenir et membre du COMEX d'Arkea. Éric Mignot, qui est donc fondateur et président du courtier Plus Simple. Pierre-Alain de Malré, qui est directeur général et aussi président du courtier en santé Santiane. Et enfin, Guillaume Dodifré, qui est donc cofondateur et directeur général de l'assurance Sénat. Voilà, donc l'actualité en assurance est particulièrement fournie en 2020. Sur notre table ronde, pas plus tard que sur les 2 dernières semaines, on a eu 2 annonces de levée de fonds ou de ventes particulièrement significatives pour le marché français. D'un point de vue plus global, en 2020, on a eu aussi déjà les 2 premières introductions en bourse d'InsurTech, donc avec nos amis américains de Lemonade et une autre entreprise de software. Il y en a même une 3e qui va arriver d'ici 2020, d'ici la fin de l'année. Donc effectivement, l'assurance, d'un point de vue financement, a clairement le vent en poupe. Et l'un des principaux moteurs de cet attrait, tant pour les financements que pour les entrepreneurs, vient du fait de la capacité d'innovation de cette industrie, qui semble particulièrement récente, cette capacité d'innovation. Et donc c'est pour ça qu'on a convié 4 entrepreneurs ou dirigeants d'entreprises dans l'assurance, avec 4 profils très différents. Donc on a 2 assureurs et 2 courtiers. Et donc nous allons voir et échanger ensemble autour donc, de l'innovation, tant dans la conception des produits que dans la distribution ou que dans la gestion des produits. Et nous allons voir de quelle façon est-ce qu'on peut innover. Donc je vais commencer par Guillaume, qui est donc cofondateur de Sénat. Sénat, donc c'est la première compagnie d'assurance IRD qui a été créée en 30 ans en France. Donc tu peux un petit peu te présenter ou on va d'abord commencer par se présenter d'ailleurs, ça sera un petit peu plus simple. Donc Bernard, si tu peux commencer par te présenter et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Alors donc moi je suis ce que j'appelle un vieil assureur, hein. Ça fait 35 ans que je fais ce métier. Aujourd'hui je dirige entre autres Suravenir, donc compagnie d'assurance vie du Crédit Mutuel Arkea, 46 milliards d'encours. Dans un contexte que l'on n'a jamais connu pour un assureur vivant, c'est-à-dire des taux d'intérêt négatifs, des taux longs négatifs, et ça nous oblige non seulement à être innovant, à être créatif, comme tu le disais, mais quelque part à réinventer notre métier. Bien. Eric, si tu peux te présenter. Alors, je suis un jeune start-upper de 50 ans, avec 25 ans d'expérience, donc j'ai monté un courtier pour les professionnels qui s'appelle Plus Simple. Et après 5 ans, on a 55 000 clients professionnels. Et on est en train de lancer en Italie et en Allemagne, après avoir fait une levée de fonds qui a été annoncée cette semaine. Une levée de fonds de 20 millions d'euros, c'est ça ? 20 millions, oui. Pierre-Alain. Bonjour à tous, Pierre-Alain de Malré. Donc moi je suis ni un assureur vieux ou jeune, mais je suis un courtier, je suis un ancien haut fonctionnaire reconverti, repenti je dirais même, dans l'entrepreneuriat. Et je suis dans l'assurance depuis 10 ans et j'ai rejoint il y a 7 ans une affaire qui s'appelle Santiane. Et qui est devenu le premier courtier d'assurance online sur notre marché, qui est l'assurance santé des particuliers. Sur ce canal-là, on est l'acteur dominant avec un nombre d'affaires nouvelles par an de l'ordre de 60 000. Et on a aussi une activité grossiste en B2B2C, où on est fournisseur de produits d'assurance qui sont distribués par un réseau de courtiers indépendants, où on est passé cette année également premier en affaires nouvelles, où en santé on fait un peu plus de 80 000 affaires nouvelles. Donc on est une entreprise qui était une start-up fondée il y a maintenant 13 ans et qui fait cette année quelque chose comme 75 millions de chiffre d'affaires et à peu près 400 000 clients. Voilà. Merci. À toi Guillaume. Et bonjour, Guillaume Dodifré, donc de Sénat, cofondateur de Sénat.
Alors, comme Jean le mentionnait, on est le premier assureur à avoir obtenu un agrément d'assureur dommage en France sur ces 30 dernières années. Nous, on s'est positionné sur deux segments, c'est les assurances vendues en marque blanche et les assurances qui sont aussi innovantes. Donc, ces deux segments-là. On s'est lancé en début d'année, quelques semaines avant les événements qu'on connaît tous. Et là, on a environ 12 000 clients. On a vendu 12 000 polices depuis le début de l'année. Et on distribue déjà une quinzaine de produits d'assurance différents, sachant qu'on porte le risque, nous, sur notre propre bilan. Très bien, donc justement, 15 produits d'assurance lancés. C'est une bonne transition pour parler un petit peu de l'innovation d'un point de vue conception de produits d'assurance. Je te laisse la parole, Guillaume, pour nous en dire un peu plus. Oui, merci. En effet, l'innovation dans les produits d'assurance, c'est un sujet qui nous passionne, parce que c'est vrai que l'assurance, en fait, on est limité vraiment que par son imagination. À peu près tous les produits qu'on possède ou dès qu'on fait un investissement, c'est quelque chose qu'on peut assurer. Et donc c'est vrai que typiquement, quand on pense assurance, on pense à sa voiture ou à sa maison, mais la réalité, c'est que c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus vaste que ça. Et j'ai envie de dire encore plus maintenant, parce qu'on est quand même dans un moment où on a des vies qui sont très diversifiées. On achète beaucoup de choses différentes, que ce soit l'électronique, on voyage, on fait des études. Et en même temps, j'ai envie de dire, l'aléa n'a jamais été aussi élevé. Et donc, on peut constamment être surpris dans sa vie. Et donc, pour nous, c'est en fait ça explique bien le besoin de l'assurance. Et que l'assurance, on peut innover, on ne peut pas juste continuer à faire ce qui a toujours été fait. Et nous, chez Sénat, on a lancé un produit là, cet été, en partenariat avec une autre start-up qui s'appelle Light, qui est basée en fait sur la consommation électrique. Parce qu'on s'est rendu compte en regardant un peu les dépenses des foyers que la consommation électrique, si on a une maison chauffée à l'électricité, c'est en moyenne 2 000 € par an. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est linéaire. En fait, on peut très bien avoir un hiver froid et cette facture de 2 000 € va devenir tout d'un coup 3 000 €. Et nous, ça a fait tilt. Et on s'est dit, voilà, ça typiquement, il y a de l'aléa, c'est des gros montants, c'est quelque chose qu'on peut assurer. Et donc on a lancé la première assurance pour le chauffage électrique, où en fait, grâce au connecteur Linky, on arrive à récupérer les informations historiques des consommateurs, leur créer un profil futur et leur dire, l'an prochain, ta facture va être de temps. Et si jamais il fait froid, nous, on prendra le surplus. Et donc ça, c'est typiquement quelque chose qui n'avait pas existé, quelque chose qui a vraiment de la valeur. Et pour nous, ça représente bien comment on peut innover, même dans les produits eux-mêmes. Et toi, Eric, sur les profils de pro TPE, je sais que vous avez lancé quelques innovations, si tu peux nous en dire plus. Ouais, peut-être en deux mots, non. L'innovation, c'est surtout sur la manière dont on aborde la relation avec le client. Et quand on a débuté, plus simple, on a mis un gros focus sur la compréhension des besoins des clients. On s'est rendu compte que si je suis Jean-Michel Coiffure et que je veux assurer en fait l'ensemble de mes risques, on va me poser 300 questions, je vais signer entre 5 et 10 polices d'assurance, je vais recevoir 1000 pages de papier et en gros, je ne sais pas trop à qui m'adresser. Une des raisons pour lesquelles ça arrive, c'est que la fonction noble dans l'assurance, c'est la souscription, la connaissance des risques techniques. Et en gros, il y a deux fonctions subalternes, c'est les gars de l'IT et les nanas du marketing. Et donc on s'est dit, si on arrive à changer complètement la manière dont dans l'entreprise fonctionnent ces différentes fonctions, on met au centre la connaissance du client et la technologie, alors il est possible d'adresser de manière totalement différente les clients. C'est ce qu'on fait maintenant depuis 5 ans. Et force est de constater que quand on assure des garagistes, des coiffeurs, des boulangers, la simplicité de l'interaction est plus simple et plébiscitée par nos clients. Okay, donc c'est plutôt effectivement mi-chemin avec la distribution. Effectivement, toi, Pierre-Alain, tu as une vision assez, on va dire, quasi manichéenne de l'innovation dans l'assurance. Non, mais Jean je me charrie parce que je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'innovation dans l'assurance au moment où on a préparé la table ronde. Ce que je voulais dire par là, c'est que quand on regarde les produits d'assurance qui sont vendus massivement aujourd'hui, que ce soit sur le marché de la santé, sur le marché de l'assurance auto,
les grands marchés d'assurance de particuliers, on s'aperçoit que les produits sont en réalité pas très différents de ce qu'ils étaient il y a 20 ou 30 ans. Il y a eu beaucoup de tentatives d'innovation sur ces marchés profonds. On a beaucoup parlé des objets connectés, du Pay How You Drive en assurance auto, par exemple. Mais quand on regarde les chiffres de production de ces lignes de métiers-là, il faut prendre une loupe ou un microscope pour voir les volumes de police vendus. Dans un champ qui est un peu plus proche de ce qu'on fait chez Santian, Assurance Santé, il y a eu pas mal de tentatives d'innovation, de cashback. Les spécialistes du secteur se rappellent d'une expression un peu ancienne qui s'appelle la franchise cautionnée. Donc c'est l'idée que quand on n'a pas consommé son produit d'assurance santé, alors on peut recevoir un chèque en fin d'année de 100, 200, 300 euros. On invente aussi des expressions nouvelles, je trouve, autour des produits qui sont assez bonnes pour faire du marketing, comme l'assurance collaborative, mais qui est en fait une autre forme, un autre mot pour désigner quelque chose qui existe depuis des siècles, qui est la mutualité. Et donc, dans le fond, ma thèse, un petit peu hétérodoxe, mais il faut bien forcer le trait dans les tables rondes, parce que sinon tout le monde dit la même chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation sur la sphère produit. Et en revanche, je trouve que ce secteur de l'assurance de particulier est passionnant parce qu'il y a un foisonnement d'innovation pour contrebalancer ce qui se passe sur le champ du produit lui-même, sur d'autres champs d'innovation que... Quand on ouvre les vieux cours d'économie, on distingue l'innovation produit d'innovation de procédé. L'innovation de procédé, c'est la distribution, le back-office, les procédures, le service, les données. Et là-dessus, je trouve que c'est très frappant de voir tout ce qui se passe dans cette sphère-là. Et sans vouloir être trop long, je vais juste dire un mot de ce que nous, on fait quand même. Donc nous, chez Santian, on a beaucoup réfléchi, pas tellement à révolutionner le produit lui-même, je suis un peu cohérent avec ma thèse, mais de révolutionner le procédé de vente en appliquant une idée très simple qui est ce produit d'assurance santé qui est un produit à la fois lourd en prime. On a une prime moyenne de l'ordre de 1300 € par an, donc c'est des primes assez lourdes qui touchent des risques qui sont très sensibles pour les particuliers. C'est leur santé, la santé de leur conjoint, de leur enfant, etc. Donc c'est des produits complexes, il faut les expliquer longtemps. Nos conseillers mettent par exemple 1h15 en moyenne à expliquer, à prendre le besoin et à conseiller le client dans son choix et à le guider dans sa souscription. L'idée, c'est de prendre tout ce conseil-là que, en temps normal, on trouve en face à face dans une agence d'assurance, dans une mutuelle ou au guichet bancaire. Les banquiers sont d'ailleurs les premiers distributeurs d'assurance santé individuelle en France. Eh bien, de prendre ce conseil-là, mais de l'exercer à distance. C'est une idée juste très simple. Donc, il y a une partie online, une partie téléphone, et avec le bon mix online et téléphone, ce qu'on arrive à faire chez Santian, c'est délivrer aux clients une expérience d'achat qu'on pense être significativement au-dessus de l'expérience d'achat, de prendre ses pieds pour aller à un guichet physique, se trouver face à un conseiller qui n'est pas nécessairement spécialiste de la santé. Si je prends par exemple le premier vendeur d'assurance santé en France qui s'appelle Crédit Agricole, on est face à des agents qui sont très bien, mais qui doivent connaître à la fois les produits d'épargne, qui doivent connaître les produits de tenue de compte, etc. Donc chez Santian, on a des spécialistes qui sont indépendants de l'assureur. On reste chez soi, on est sur son lieu de travail. Si on veut raccrocher, on raccroche et on est rappelé plus tard avec son conjoint pour examiner les différentes catégories d'offres et la conversation se termine, c'est signé. Donc on a une fluidité et une qualité d'expertise à distance qui fait que en portant notre effort sur la partie process de vente plus que sur la partie produit, alors il se trouve que mon département produit ne serait pas très content si je disais qu'il innovait en rien, mais on construit quand même des produits qui essaient d'être au plus juste du marché, mais c'est là-dessus qu'on a fait porter l'effort sur la partie expérience d'achat. Effectivement, avec des résultats probants, parce qu'effectivement, on a vu un chiffre d'affaires quand même très significatif et effectivement une profitabilité qui prouve qu'effectivement, on peut créer une insurtech à la fois qui croît et qui est profitable sur un canal à la fois online et effectivement via des courtiers. Et donc, c'est effectivement sur ces multicanaux que Bernard, le spécialiste de la multidistribution, sur Avenir, c'est un peu comme ça qu'on peut qualifier sur Avenir. Alors, c'est vrai que ça peut paraître pas très original, mais on est, comme je le dis parfois, un banque assureur impur.
dans le sens où moi je fais un tiers de mon business par les réseaux bancaires du groupe, un tiers par des distributeurs externes physiques, c'est-à-dire essentiellement des CGP, et un tiers uniquement 100% en ligne. Ça veut dire que l'année dernière, j'ai collecté 1,5 milliard d'assurance vie, 100% en ligne, totalement dématérialisé, signature électronique, etc. etc. Et l'avantage effectivement de cette approche-là, je pense qu'il y en a deux. Le premier, c'est qu'on peut transférer des innovations d'un canal à l'autre. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Et puis ensuite, on en reparlera tout à l'heure peut-être quand on fera le bilan de la période Covid, c'est que quand à un moment donné, il y a un canal qui va moins bien, ou qui va plus bien du tout, il y en a d'autres qui prennent le relais. Et ça, la multidistribution, c'est pas un truc très original et très innovant, mais c'est quand même très efficace. Ok, merci beaucoup. Donc, troisième point un petit peu de l'assurance, on peut regarder conception, de distribution. Il y a ce que Pierre-Alain appelait le back-office, donc la gestion, où il y a effectivement beaucoup de poches d'amélioration, d'efficacité et d'innovation. Donc Sénat, c'était un de vos angles d'attaque aussi, Guillaume. Absolument, oui. C'est vrai que disons, le principal point de friction dans l'assurance, c'est le sinistre. Même si la distribution peut en effet en être un, mais le sinistre, c'est vrai que pour le client, c'est un moment compliqué où il faut amener des pièces, ça prend du temps, c'est long, mais c'est aussi un moment, disons, compliqué à gérer pour l'assureur, parce que c'est ce qui va coûter cher dans quasiment tout le process de gestion du produit. Et nous, on s'est posé la question, donc, si on pouvait en fait juste enlever la friction de ce process de gestion de sinistre. Donc, ce n'est pas faisable forcément sur tous les produits, mais on a fait un test sur un qui est sur notre produit annulation billetterie. Donc, c'est un produit, si on a prévu d'aller à un spectacle et qu'on ne pouvait pas y aller pour des raisons personnelles. Et nous, on s'est dit que si jamais, parce qu'aujourd'hui, il faut le prouver qu'on ne peut pas y aller avec un certificat médical. Et nous, on a dit, qu'est-ce qui se passe si jamais on dit, en fait, vous n'avez plus besoin de le prouver, juste c'est déclaratif. Donc d'un point de vue assureur, c'est vrai que c'est un gros changement parce qu'il n'y a plus aucun coût lié. En fait, il faut juste constater, lire l'email ou voir dans l'API que la personne ne veut pas y aller. Et pour le client, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et en fait, les résultats ont été assez fous. Ça a vraiment dépassé nos espérances. Parce qu'il faut savoir, dans l'annulation et les produits d'assurance d'annulation billetterie, le taux de transformation est d'environ 8 à 9% en moyenne. 12% pour les meilleurs courtiers, les meilleurs assureurs. Et nous, notre produit, où on a mis en avant ce process de gestion simplifié, on a des taux de transformation de 18%. Donc ça, c'était avant le Covid. Maintenant, c'est sûr que c'est plus élevé, mais c'est juste parce que les gens sont un peu plus méfiants. Et surtout, au moment du sinistre, en fait, parce qu'on laisse le choix, soit vous êtes remboursé à 100% si vous démontrez que vous n'avez pas pu aller au spectacle, donc certificat médical, soit vous êtes remboursé à 70%, juste sur une base déclarative. Et en fait, aujourd'hui, 95% des gens le font uniquement sur base déclarative. Donc, ils se font rembourser à 70%. Et nous, ça a ouvert plein de réflexions chez nous. Donc, bien sûr, c'est un produit qui est un petit peu plus cher que les produits classiques, parce que c'est un produit plus risqué. Mais on s'est dit, en fait, voilà, on peut innover. Donc là, c'est une innovation produit et aussi gestion. Et en fait, on se rend compte qu'on double les taux de transformation et qu'en plus, c'est une expérience qui est, disons, meilleure pour l'utilisateur. Et vous réduisez aussi les coûts back-office, vous avez pu le mesurer Oui, disons que c'est sur un panel, c'est au début, mais en fait, il n'y a pas de coût de back-office. Oui. Parce qu'avant, il y avait des gens qui regardaient les pièces jointes, les PDF, et maintenant, c'est juste un call API et on rembourse directement. Ça aide beaucoup pour nos marges. Ok, j'imagine que chez Santiane, faut quand même vérifier, on ne peut pas rembourser comme ça. Oui, c'est clair. Non, moi, ce sujet de la gestion, je le disais tout à l'heure, je pense que là, il y a vraiment
des foyers absolument gigantesques d'innovation et de leviers, de gains de productivité dans les chaînes de traitement des assureurs, sur des grandes lignes business historiques. Je suis très, en tant qu'observateur, je ne parle pas nécessairement de ce qui se passe chez nous, mais je suis très frappé par le succès qu'ont les différentes entreprises modèles de détection de la fraude dans les branches IARD, sur la mise en jeu de bases de données, d'algorithmes qui permettent de détecter des potentiels fraudeurs et qui ont des succès quand même très significatifs. Les mêmes boîtes d'ailleurs se mettent aujourd'hui à proposer des chaînes de traitement de sinistres intégralement automatisées. Et là-dessus, il y a vraiment des leviers assez extraordinaires. Pour ce qui nous concerne, la vérité m'oblige à dire qu'on a mis le paquet dans les premières années de l'histoire de Sentiane sur la vente, la vente B2C et la vente B2B2C, et qu'on est pas très bon sur la partie expérience client post-vente. Et c'est là-dessus, justement, il se trouve que tu faisais référence, Jean, à une opération de capital que notre boîte est en train, qui a été j'allais dire annoncée, non, elle n'a pas été annoncée, elle a été fuitée, mais qui nous a un peu obligés à réagir dans la presse spécialisée. Donc on est en cours de changement d'actionnaire majoritaire. Et le projet que notre équipe de direction veut porter dans les années qui viennent est vraiment un projet très centré sur la gestion. Il se trouve qu'on a une gestion déléguée chez un tiers aujourd'hui et qu'on veut se réapproprier l'ensemble des points de contact avec le client. On veut mettre notre force de frappe IT qu'on a mise dans l'interlocution client pré-vente. On veut mettre le même investissement, même supérieur, sur la partie post-vente. Et pour des raisons totalement évidentes, c'est-à-dire que tout se joue sur l'expérience client et des clients contents restent plus longtemps, sont des sponsors, etc. Et juste un dernier point, le produit d'assurance sur lequel nous sommes, qui est la santé, est un produit d'assurance un peu particulier du point de vue du sinistre, parce que autant en auto, en habitation, la fréquence de sinistre, c'est en gros une fois tous les 4 ans. Autant en santé, c'est un des seuls produits d'assurance de particuliers où il y a une interaction quasiment continue avec l'assureur. On va s'acheter des médicaments, on va chez l'opticien, on va chez le dentiste, on va faire des radios, etc. Et donc, s'il y a un produit d'assurance qui se prête à un investissement assez important sur l'interlocution, les interfaces mobiles, les interfaces web, de la gestion de sinistres sur photo, des process extrêmement fluides dans lesquels il faut beaucoup investir, c'est bien celui-là, parce que les touch points sont permanents. Donc notre thèse, c'est qu'on veut beaucoup investir là-dessus. Ok, merci beaucoup. Donc effectivement, on a vu qu'on pouvait, les assureurs, innover pas mal eux-mêmes. Mais il y a aussi la capacité d'aider d'autres assureurs ou d'autres partenaires à innover. Parce qu'effectivement, on peut être un facilitateur d'innovation, enabler, pour reprendre le terme anglais. Et c'est un peu là-dessus, c'est ma perception, que Suravenir s'est clairement détaché, et c'est ce qui a fait le succès ces dernières années de Suravenir dans le digital. Alors, c'est vrai que Arkea est identifié sur le marché comme un de ceux qui a pas mal investi dans les fintech, dans les assurtech au sens large. Maintenant, le tout, c'est pas de mettre un ticket dans une levée de fonds. Le plus important, c'est d'essayer d'en faire quelque chose et de favoriser des synergies. Et ça, moi, c'est depuis longtemps un de mes leitmotifs en interne qui m'a toujours valu des discussions homériques avec les informaticiens maison, mais c'est de leur dire arrêtez d'essayer de développer en interne ce que d'autres ont fait mieux que nous, parce qu'ils sont partis d'une page blanche, plus vite et beaucoup moins cher. Donc prenons ce qu'ils ont fait, incorporons-le dans nos outils et dans d'autres démarches commerciales. Et je prendrai juste un seul exemple qui est Ma Succession. Ma Succession, c'est une boîte qui a développé un outil non seulement de calcul des droits de succession, mais d'optimisation et de recommandation en matière de diminution des droits de succession, qui est un outil absolument remarquable.
qu'on n'aurait pas été capable de faire nous en interne, très clairement. Et donc aujourd'hui, on propose à nos CGP de V+, sous l'appellation MySuccession by V+, et que l'on propose dans les réseaux Arkea. Et c'est vraiment l'outil de MySuccession qui a été intégré complètement dans nos outils maison, en fait. Donc c'est vraiment un exemple, je pourrais en citer d'autres, mais c'est un exemple où on va chercher effectivement chez nos partenaires un savoir-faire que l'on n'a pas. Oui, c'est ce qui vous a permis effectivement de connaître, effectivement, de passer certaines vagues, et de connaître une croissance très très forte, cette démarche philosophique vis-à-vis de l'innovation, de l'open innovation. Par contre, effectivement, c'est un dilemme que quand même pas mal de ce que tu viens de souligner, Bernard, de chefs d'entreprise auxquels certains chefs d'entreprise sont confrontés, parce que il y a aussi du savoir-faire qu'on n'a pas envie d'externaliser d'un point de vue innovation. Et chez Plus Simple, en particulier, vous avez eu pas mal de sujets là-dessus. Nous, donc Plus Simple, avant Plus Simple, j'ai dirigé une compagnie d'assurance. Et Plus Simple, c'est la plateforme dont j'ai rêvé quand je dirigeais cette compagnie que j'ai pas pu avoir. J'ai été confronté, en fait, en dirigeant cette compagnie, à trois natures d'inertie, qui étaient l'inertie technologique. Quand il fallait changer un truc, il fallait dépenser une énergie de taré pour arriver à le faire. Ça coûtait des sommes folles, juste pour faire changer quelque chose et pas pour concevoir une nouvelle plateforme. Mais il y avait deux autres inerties auxquelles je me suis confronté, qui étaient une inertie sociale. Finalement, on est dans une industrie où les choses se passent pas si mal que ça, tout le monde gagne raisonnablement bien sa vie, et du coup faire changer la manière de fonctionner d'équipe est particulièrement compliqué à réaliser. La troisième inertie, c'est une inertie culturelle. C'est finalement, et on entend assez souvent le fait que finalement cette nouvelle manière de travailler, les insurtech, c'est pas si important que ça, c'est marginal, ça n'a pas décollé, etc. Et tout ça, ça crée en fait une très grande difficulté à faire évoluer les modèles dans l'assurance traditionnelle. Donc plus simple, ce qu'on s'est dit, c'est on va prendre le pari d'investir dans une plateforme dont tous les patrons de boîtes d'assurance rêvent, sans avoir la possibilité de le réaliser. Et ensuite, on ira voir tous ces patrons en disant, voilà, elle a été créée, maintenant collaborons ensemble pour, on vous amène la techno, vous avez l'accès aux clients et on partage les revenus. Et c'est comme ça que Plus Simple a monté 20 partenariats avec, un des derniers en date, c'est deux vieilles dames que sont, et qui m'en voudront pas si je les appelle comme ça, que sont SMA BTP et Pro BTP, qui sont les sachants absolus en matière d'assurance construction et de secteur du bâtiment en France, avec qui on a créé en fait une plateforme pour assurer les artisans du bâtiment, qui s'appelle Mon Assurance BTP. Et ça a été fait en quelques mois, de manière hyper rapide. Ils ont été séduits par ces plateformes technologiques qu'on avait pu construire. S'il avait fallu pour eux investir le temps, l'argent, l'énergie pour créer la même chose, ça aurait pris un temps infini, une énergie infinie. Ils n'avaient pas le focus pour le faire, on l'avait. Et donc, typiquement, c'est du win-win dans l'innovation. Clairement. Chez Sénat, la partie effectivement IT dans l'innovation, vous considérez que vous l'avez en interne, vous la outsourcez, vous la mettez à disposition? Alors nous, disons, notre métier à nous est le suivi de risque et la tarification de produits d'assurance. Et c'est vrai que quand on a commencé Sénat, on s'est posé la question, un peu comme chez Suravenir, de se dire est-ce qu'il n'existe pas un outil qui permet de suivre le risque, voilà, un SaaS, un software. Comme ça, on ne le développe pas nous, et nous, on se contente de juste faire une activité commerciale, d'aller trouver des partenaires. Et autant il n'y en avait pas d'outils dans la gestion de contrats d'assurance, mais il n'y en avait pas non plus dans le suivi de risque. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, m'a un peu surpris, parce que je savais que dans la finance, par exemple, enfin dans la banque plutôt, il y avait beaucoup d'outils qui étaient mutualisés par plusieurs banques différentes. En fait, les SI des systèmes des compagnies d'assurance, pour le coup, c'est vraiment très in-house. Et il n'y a pas vraiment de software, de boîte de software qui s'est lancée sur une solution de suivi de risque.
Et du coup, voilà, on a décidé de le créer pour nous. Et parce que c'est vrai que l'alternative ne nous aurait pas amené très loin, on l'aurait fait sur Excel. Voilà, donc ça c'est quelque chose où on a beaucoup investi. On va continuer à investir beaucoup, mais on pense que demain ce sera un vrai game changer. En fait, c'est ce qui aussi nous permet de créer un produit aussi rapidement. Parce que les autres, les compagnies plus traditionnelles, en effet, c'est un peu ce qui a été dit auparavant, il y a besoin de tweaker ou d'adapter le modèle, et même ça, c'est long. Et nous, en fait, nativement, créer un produit d'assurance et ensuite le distribuer via nos API, c'est quelque chose qui est fait c'est une question de minutes. Ok. On peut, effectivement, c'est un débat assez intéressant, l'innovation, et je remercie beaucoup, mais aujourd'hui, il y a eu le Covid qui nous a tous impactés. L'assurance peut-être beaucoup moins que d'autres industries. Par contre, ça nous a permis d'avoir un insight sur nos capacités d'innovation, de valider certains choix. Donc Bernard, si tu me permets, si tu peux partager un petit peu l'expérience Covid chez Suravenir. Alors l'expérience Covid, moi j'en tire 2 enseignements. Le premier, je parlais tout à l'heure de notre approche multicanale. On a vu des grands gagnants et des grands perdants. Les grands perdants ont été les réseaux bancaires et les grands gagnants ont été les CGP. Et pourquoi ? Parce que les CGP, même en plein confinement, passaient leur journée à appeler leurs clients pour prendre des nouvelles, pour leur expliquer. Chez Viplus, on a fait 55 webinaires pendant le confinement, c'est-à-dire un par jour. Et on avait jusqu'à 300 CGP connectés pour leur donner des infos, etc. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont chez nous, en tout cas, en progression de collecte très significative par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils vont faire leur année record historique l'année du Covid, ce qui est quand même assez... On n'aurait pas parié là-dessus. Aidé par le taux d'épargne peut-être un peu. Aidé par le taux d'épargne, mais aidé surtout par cette approche de proximité et de conseil, et que l'on retrouve dans le deuxième enseignement que j'ai tiré moi cette période-là, c'est qu'on a poussé nous depuis longtemps les mandats d'arbitrage, c'est-à-dire de dire aux clients, vous confiez les clés de votre contrat d'assurance vie à un asset manager. Et on s'est aperçu qu'avec des mandats conviction, développement durable, bien vieillir, infrastructure, etc., mais des choses long terme, et une fois que le client a choisi ce genre de choses, c'est pas parce que les marchés boursiers vont baisser de 5% sur une semaine qu'il va remettre en cause son choix. Et donc ils ne sont pas sortis, ils n'ont pas bougé. Et au contraire, on voit aujourd'hui que dans une période qui reste quand même très volatile, dans le réseau Arkea, on a plus de 80% des affaires nouvelles qui sont souscrites avec un mandat d'arbitrage. Donc le client, il est aujourd'hui dans une logique où il se dit « je ne sais pas exactement dans quel UC il faut investir ». Bon, j'ai bien compris que le fonds euro, ça n'allait pas être merveilleux. Je ne sais pas dans quel UC investir. Et le conseiller, c'est pas pour critiquer, mais il ne sait pas plus et puis il n'a pas envie de s'engager. Et donc le mandat d'arbitrage, donc voilà les 2 enseignements qu'on a tirés de cette période du Covid. Et le online ? Et le online s'en est bien tiré de façon inégale. Inégale parce qu'entre mes partenaires Internet, j'ai des évolutions par rapport à l'année dernière qui vont de moins 52 à plus 78. Ok, donc il n'y a pas... Non, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'enseignement... Donc la fourchette est large, tu vois. C'est pas une fourchette, c'est un râteau, comme dirait Coluche. Mais... Okay. Guillaume, pour Sénat, effectivement, qui se lance quelques semaines avant cet événement. C'est vrai que je rebondirais sur la diversification. Nous, pour le coup, c'est la diversification en termes de risque. Parce que c'est sûr que si on avait été uniquement un acteur de l'assurance voyage, on aurait été quand même moins bien qu'on est aujourd'hui. Donc la diversification, c'est important dans tous les segments, mais particulièrement quand on est assureur. Je pense que le deuxième point qui nous, c'est plus un enseignement qui nous a fait réfléchir,
c'est que c'est vrai, avec le Covid, on s'est rendu compte qu'il y a eu, en fait, il y a eu un peu un flou, notamment dans la restauration, parce qu'il y avait des interprétations différentes sur les contrats d'assurance. Il y a eu des procès, il y a eu, dans certains cas, les procès ont été gagnés, d'autres cas perdus. Et c'est vrai qu'on s'est dit, en fait, c'est pas simple, quoi. Et c'est quelque chose que nous, on va s'évertuer à faire, c'est vraiment simplifier pour faire qu'on ne puisse pas interpréter un contrat d'assurance. Et donc, c'est pas forcément possible pour tous les produits, mais il y a certains produits où vraiment on peut faire quelque chose de très simple. Et c'est ça qu'il faut faire. Et on l'a vu encore une fois, on l'a vu avec le Covid, parce que ça peut amener quand on a cette complexité dans les contrats d'assurance. Exactement. Donc là, c'est la transition parfaite pour Eric. Comment vous l'avez vécu, vous? Je sais plus. Un micro-exemple. C'est le confinement arrive, on a une grosse clientèle de taxis VTC. Ils nous appellent en disant c'est pas possible, je dois rester à la maison. Mon budget assurance, c'est 20% de mes revenus mensuels. Je peux plus payer, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, en 48 heures, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré la possibilité pour eux d'activer une option qu'on a appelée l'option confinement, qui faisait qu'ils n'avaient plus à payer la responsabilité du transport de voyageurs dans leur police, ce qui divisait par 3 en fait, le prix de la police. Et donc on a vu quasiment instantanément tout le portefeuille basculer sur cette option. Et instantanément aussi, quand ils ont pu ressortir les véhicules, se réassurer normalement. Et le fait d'avoir pu réagir aussi vite fait que la réputation qu'on a obtenue dans le secteur du taxi VTC a été immédiatement reconnue par toute la profession. En santé, on a vu quand même explosion de certains usages pendant le confinement. Oui, alors en santé, pendant le confinement, il y a eu beaucoup moins de recours au système de soins. Donc on parlait de santé tout le temps, mais en fait, il n'y avait pas vraiment de consulte, ni d'achat de lunettes, ni de visite chez le dentiste, ni d'analyse, etc. Et donc paradoxalement, c'est une période où les assureurs santé ont fait des économies, et mal leur en a pris, puisque maintenant le gouvernement vient leur chercher les poux dans la tête et leur demande de faire un chèque retour. Alors ils ont beau dire, mais dans d'autres lignes on a perdu, ça c'est un message que manifestement l'autre oreille gouvernementale entend moins. Donc il y a un peu une fausse idée qui est qu'en assurance santé, c'était le jackpot pendant le confinement. Pour ce qui est de notre rôle de distributeur, moi je souscris totalement à ce qu'a dit Bernard, les canaux sont impactés de façon extrêmement diversifiée, et le Covid a une forme de polarisation des écarts. Ça accentue encore, ça polarise encore plus les différents canaux de distribution, et il se trouve que nous on n'est pas très diversifié en canaux de distribution, mais on a la chance d'être sur le bon, parce que quand les gens s'enferment chez eux, et néanmoins on est sur un produit d'assurance qui est conçu à tort ou à raison comme étant obligatoire, et donc qui est lié aussi à des moments de vie. Dans quel cas le particulier recherche de la santé? Parce qu'il est parti à la retraite, parce qu'il a quitté son boulot, parce qu'il vient de déménager, parce qu'il vient de divorcer, parce que les enfants viennent de quitter le foyer. Enfin, il y a plein de moments de vie qui font qu'on se tourne vers le marché assurance santé. Et puis ça, confinement ou pas confinement, je veux dire, il y a des gens sur le marché, quoi. Et donc on a fait un BP en catastrophe le 20 mars pour essayer de comprendre et de projeter notre activité. Il se trouve qu'en plus, j'ai une autre expérience, moi, Covid, qui est que j'avais la casquette opérationnelle dont je vous parle là, mais j'avais aussi la casquette d'animateur d'un processus de cession d'une entreprise. Et avec mon actionnaire actuel, qui est d'ailleurs éminemment représenté ici, on avait choisi comme date de remise des offres sans doute la pire date possible, non pas à l'échelle d'une année, mais à l'échelle du siècle, puisque la date de remise des offres sur notre process était le 16 mars. 16 mars 2020, le jour du discours annonçant le confinement. Donc c'était aussi intéressant de voir, puisqu'on est à France FinTech, on parle aussi des levées de fonds, comment le Covid peut impacter ces process de dialogue avec des investisseurs potentiels et de levée de capitaux. Et effectivement, la stratégie qu'on a, nous, suivie, c'est de replier le process pour plein de raisons, parce que l'accès au financement était quand même très incertain, c'est le moins qu'on puisse dire. Et par ailleurs, l'impact sur les business models, on ne savait pas avant d'y être. Donc on a fait un business model un peu à la casse,
business plan un peu à la casse pour cette année. Et on a eu un peu une divine surprise de voir que le marché global sans doute s'effondrait, mais notre canal online, et il se trouve que nos courtiers en B2B2C sont aussi très à distance. On a un mix courtier, on a peut-être 70% de nos courtiers qui vendent à distance. Et ils ont résisté de façon absolument spectaculaire. Et on avait prévu de faire à peu près 11-12% de croissance de chiffre d'affaires 20 versus 19. Et il se trouve qu'on va faire plus de 15% de croissance 20 versus 19. Donc on fait une croissance cette année qui est supérieure à la croissance qu'on avait anticipée dans un budget qui était conçu comme un budget de vente d'entreprise. Donc je vous laisse aussi imaginer que ce n'étaient pas les hypothèses les plus prudentes qui avaient été retenues. Et donc on a la chance d'être sur les bons canaux. Ok, merci beaucoup. Donc là, on a un petit peu dépassé le temps, mais je vais vous demander quand même je vais vous poser une dernière question chacun, parce qu'on a eu la divine surprise dans notre secteur de le voir surreprésenté parmi les jeunes diplômés qui aiment les entreprises. Donc, parmi les 10 entreprises favorites, les 10 startups favorites des jeunes diplômés, nous avons 2 InsurTech, ce qui est du jamais vu dans l'assurance. Donc c'est quand même encore un autre événement en 2020 dans le monde de l'assurance. Et comme quoi l'InsurTech a un effet boule de neige positif dans le secteur. On a tous un petit peu d'expérience, mais effectivement, on n'a pas encore vu de tout jeunes diplômés, en tout cas on n'en a pas sur cette table ronde, qui se lancent dans l'assurance. Et j'aurais aimé avoir vos conseils, vous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, pour un jeune diplômé qui souhaiterait se lancer dans l'assurance. Donc je vais commencer par toi, Guillaume. Ouais. Mon conseil, je pense mon analyse plutôt, c'est en fait l'assurance, on l'a bien vu pendant le panel, c'est pas juste un métier, c'est plein de métiers différents. Il y a un métier de vente, bien sûr, il y a un métier de gestion, d'opérationnel, il y a un métier technique de calcul du risque, de suivi du risque. Et ça, c'est même sans parler un peu de l'apport de capitaux, donc souvent qui peut venir de la réassurance. Donc c'est plein de compétences très très différentes. Et je pense que si quelqu'un se lance dans l'assurance, c'est illusoire de vouloir tout faire dès le début, en tout cas. Après, on peut. Et donc mon conseil, ce serait de comprendre, de savoir qu'on interagit, on est dans un écosystème et qu'on a besoin des autres personnes de l'écosystème, des autres personnes de la chaîne de valeur pour fonctionner. Et donc c'est vraiment avoir un esprit collaboratif, constructif, réfléchir aussi à, en effet, il y a mon entreprise, il y a le client final, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour aider mon partenaire. Donc c'est un peu garder cet état d'esprit d'ouverture vers l'écosystème pour que ça nous serve nous, mais que ça serve aussi un peu aux autres acteurs. Eric ? De manière un peu provocatrice, je dirais aux jeunes diplômés, reviens dans 15 ans. De manière un peu moins provocatrice, je lui dirais, tu as intérêt à t'entourer de gens qui comprennent un peu comment fonctionne cette industrie très particulière, parce que ça peut être casse-gueule. Pierre-Alain ? Moi, je lui dirais... l'assurance, c'est le sujet que dans les soirées qui ne marche pas, quoi. Donc quand on demande ce que chacun fait et que quelqu'un dit je suis dans l'assurance, avec ça tu es sûr de ne pas trouver ton conjoint ce soir-là, de ne pas te briller, etc. C'est directement le passer au sujet suivant. Mais par ailleurs, c'est un secteur qui représente plus de 10% du PIB. C'est un secteur où on a des géants français. C'est un secteur où il y a tellement à faire pour améliorer. On en plaisantait tout à l'heure, avant la table ronde. On se disait, mais beaucoup de gens qui disent travailler dans l'assurance disent qu'ils sont arrivés par hasard, par défaut, etc. Il y a tellement à faire pour faire bouger les acteurs en place qui sont victimes de beaucoup de facteurs d'inertie liés à la réglementation qui est pléthorique, liés aux impératifs de gestion du capital, liés à leur taille, ce sont des très gros acteurs, que c'est un champ d'opportunité absolument magnifique, et absolument magnifique aussi pour entreprendre. Et moi, je me réjouis beaucoup de voir dans les promotions de jeunes diplômés d'écoles d'ingénieurs ou d'écoles de commerce, de plus en plus de jeunes diplômés qui se lancent dans l'entrepreneuriat, et je pense que c'est un champ magnifique, malheureusement pas pour les dîners en ville entre copains, mais pour entreprendre. S'amuser. Très bien. Bernard ? Ouais, mais dans la foulée, moi je dirais c'est pareil, je
Je connais personne qui m'ait, enfin j'ai croisé personne qui m'ait dit tout petit j'ai rêvé d'être assureur, quoi. En même temps, si je prends mon cas personnel, ben moi je suis rentré dans l'assurance en 83. Vous n'étiez pas né, hein, aucun de vous. Mais je dirais, et pour rejoindre ce que disait Guillaume, il y a tellement de métiers différents, il y a tellement de choses à faire et les choses évoluent tellement qu'on ne s'y ennuie pas une seule seconde, quoi. Je vous confirme. Donc, on peut reprendre. L'assurance n'est pas forcément une passion, mais c'est passionnant. Voilà.